Le procès dans l'affaire Le Procureur contre Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui se poursuit devant la Cour pénale internationale à La Haye. Le procès s'est ouvert le 24 novembre 2009 devant la Chambre de première instance 2. Jusqu'à présent, 13 témoins ont fait leur déposition. Le premier témoin a été cité par la Chambre et les 12 autres comptent parmi les 26 témoins au total cités à comparaître par le bureau du procureur. Germain Katanga, commandant présumé de la FRPI, et Mathieu Ngudjolo Tchoui, ancien dirigeant présumé du FNI, sont accusés de 3 crimes contre l'humanité, meurtre, esclavage sexuel et viol, et de 7 crimes de guerre, le fait de faire participer des enfants de moins de 15 ans à des hostilités, le fait de diriger intentionnellement une attaque contre des civils, homicide intentionnel, destruction de biens, pillage, esclavage sexuel et viol. Ces crimes auraient été commis notamment lors d'une attaque conjointement menée par les accusés en février 2003 contre le village de Bogoro, dans le district de Lituri. Au cours des 2 dernières semaines, 2 témoins cités par l'accusation, Madame le témoin 249 et Madame le témoin 132, ont comparu devant la Cour. Ces témoins sont protégés par l'usage de pseudonymes, l'altération de leur voix et la distorsion de leur image afin de préserver leur identité du public. Leurs dépositions respectives se sont en partie déroulées en audience à huis clos partiel. Toutes 2 ont témoigné au sujet des événements survenus à Bogoro en février 2003 et ont notamment déclaré avoir été victimes de violences sexuelles perpétrées par les assaillants lors de l'attaque du village. Le témoin 249 a déclaré avoir été enlevé par des assaillants après l'attaque alors qu'elle tentait de se cacher, puis emprisonnée dans un camp militaire à Bogoro. Elle a répondu aux questions de Diane Louping, substitut du procureur. Je leur ai dit, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, je suis fatigué. Et ils ont dit ceci, si tu ne veux pas, on va te tuer dans ce bois. Je leur ai dit qu'ils pouvaient me tuer, que je n'avais pas de problème. Par la suite, ils m'ont traîné, mais j'ai refusé. Et ils m'ont mis encore une fois, ils m'ont jeté par terre, ils m'ont violé encore une fois et encore une fois et encore une fois. J'étais très faible, très affaibli et j'avais beaucoup de douleur. Et je sentais que mes jambes ne tenaient plus. Après cela, nous avons quitté ce lieu. Ces gens m'ont conduit chez leur supérieur. Et il y avait beaucoup de cadavres qui gisaient à même le sol. J'avais même peur de me déplacer sur cette route. Ils m'ont dit d'avancer devant eux. J'étais mentalement fatigué. Les militaires étaient sur place. Ils ont commencé à me frapper. Et il y avait une maisonnette à côté. Et ils ont commencé à me violer encore une fois. Je leur ai dit qu'ils allaient me tuer. Je leur suggérais de me tuer au lieu de me traiter ainsi, comme un animal. Les militaires ont dit qu'ils pouvaient me tuer s'ils le voulaient ou me maltraiter. Je leur ai dit qu'il fallait qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ma jambe avait commencé à enfler, je ne pouvais plus marcher. Le contre-interrogatoire du témoin 249 par les équipes de défense des accusés s'est déroulé dans sa quasi-totalité en audience à huis clos partiel. Madame le témoin 132 a commencé sa déposition le 10 mai 2010. Elle bénéficie de mesures de protection supplémentaires telles que l'installation d'un rideau pour éviter tout contact visuel avec les 2 accusés, ainsi que la présence à ses côtés d'une personne de l'unité de protection des victimes et des témoins de la Cour. Elle a déclaré que le jour de l'attaque de Bogoro, elle avait été capturée puis violée par un groupe de soldats alors qu'elle se cachait dans la brousse et tentait de fuir vers le mont Waka. Elle a ajouté qu'elle avait par la suite été emprisonnée dans un trou dans un camp militaire à Kagaba où elle avait fait l'objet d'autres violences sexuelles. La Chambre a elle-même interrogé le témoin sur ce sujet pendant son interrogatoire principal. Vous nous avez dit avoir été victime de viol lorsque vous étiez prisonnière, donc avant d'être dans la maison du commandant du camp. Vous nous avez dit que vous aviez été victime de viol lorsque vous étiez prisonnière dans ce que vous avez appelé un trou. Est-ce bien cela? C'est vrai.
Vous nous avez dit, Madame le témoin, et vous nous aidez beaucoup. Donc je vois que cela évoque à nouveau pour vous des souvenirs extrêmement difficiles, mais il est important que vous puissiez répondre à ces questions. Vous nous avez dit que les auteurs de ces viols pouvaient être ou étaient des personnes qui étaient placées dans ce trou parce qu'elles avaient commis des infractions mineures ou parce qu'elles étaient en état d'ivresse. C'est bien cela? C'était les soldats du camp qu'on faisait entrer là. Donc on les faisait entrer là. Alors ils venaient nous embrouiller. Il y avait ceux qui étaient ivres, d'autres avaient pris la drogue. Ils venaient là nous embêter. Mon corps a été affecté, mon Dieu. J'ai connu beaucoup de honte. Maintenant, je suis devenue inutile. C'est une chose que je ne croyais pas subir dans la vie, abîmer le corps de quelqu'un comme ça. On devient inutile. On n'a plus de valeur. Quand quelqu'un te voit, la personne ne te donne plus de valeur et te méprise. Que Dieu me pardonne. Madame le témoin, et je fais partie des juges qui doivent se prononcer sur la responsabilité des actes qui ont été commis. Donc, je ne vais pas parler du côté responsabilité. Mais ce que vous avez dit, qu'une femme qui a été violée est une femme sans valeur, elle doit avoir honte, elle est nulle. Ça, ce n'est pas vrai. Une femme, les enfants, tous les citoyens du monde doivent être protégés, ont droit à une protection par la famille, la société, le gouvernement et les instances internationales. Quand ce devoir de protection n'est pas fait, quand une femme comme vous et la petite qui était avec vous subissent un tel traitement, alors que les hommes sont dans les voitures, ont toutes les armes du monde, sont dans les palaces, la honte est pour la société, c'est pour le monde entier. Ce que vous avez subi, c'est le déshonneur de l'humanité. Vous êtes une victime, il ne faut pas avoir honte. Vous êtes brave, vous êtes courageuse. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui va aider la société à réaliser qu'elle n'est pas en train de faire son devoir correctement. Ne vous méprisez pas, vous n'êtes pas méprisable. Vous êtes respectable. Moi, d'une manière générale, je respecte les femmes. Après ma mère, vous êtes la femme que je respecte le plus au monde. Je vous remercie. Répondant aux questions de maître Lucio Garcia, substitut du procureur, le témoin a également indiqué avoir aperçu Germain Katanga dans le camp militaire. Alors, Madame le témoin, vous nous avez fait mention d'avoir vu Katanga à 2 reprises. Est-ce que ce sont les 2 seules fois où vous l'avez vu, alors que vous étiez au camp de Kagaba? Oui, normalement, pas les Moi, normalement, pour vous dire la vérité, je l'ai vu 3 fois. Après l'avoir vu 3 fois, je ne l'ai plus revu. Je ne l'ai plus revu. Moi, quand j'étais là, quand je l'ai vu, c'est parce que je croyais que comme il était là, et j'ai entendu, moi j'avais de la joie dans mon cœur, je me disais peut-être il va dire qu'on puisse me libérer pour que je rentre chez moi, parce que la route de Béni n'était pas, donc était libre dans mon cœur. Je réfléchissais, j'avais du mal au cœur, mais je n'ai pas entendu tout cela. Ce sont les femmes qui étaient là qui m'ont dit comment elles ont raconté mon problème à ce supérieur. Alors j'avais de la joie, je croyais qu'ils allaient me libérer pour que je rentre et pour passer par Béni, mais tout a échoué. Je me suis tue, je n'ai plus suivi cela parce que j'avais peur. Je n'ai pas voulu poser des questions sur toutes ces questions, j'avais très peur.
Le témoin 132 a par ailleurs confirmé la présence d'enfants parmi les troupes des assaillants. Alors, dans un premier temps, je veux simplement vous ramener le jour de l'attaque sur Bogoro. Vous nous avez dit dans votre témoignage, vous avez eu l'occasion de voir les attaquants. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire, si c'est possible pour vous, quel âge avait le plus jeune de ces attaquants? Je voyais des petits-enfants de 10, 11, 12 ans, 13 ans même. C'était des petits-enfants que nous voyions avec nos propres yeux à Bogoro. Est-ce que ces enfants portaient des armes? Certains avaient des armes, d'autres avaient des armes blanches, comme les couteaux, les machettes. Ça, c'est ce que je voyais avec mes propres yeux. Même dans le camp, il y avait des enfants qui n'avaient pas l'âge adulte, qui portaient également des armes, des fusils. Ça, je voyais de mes propres yeux. Et ces enfants, durant l'attaque, qu'est-ce qu'ils faisaient au juste? En principe, ces enfants tuaient les gens. Ils pillaient également les biens et brûlaient les maisons. Ils prenaient tous les biens d'une maison et par la suite, ils brûlaient la maison et ils s'en allaient. Et il y en a d'autres qui prenaient les biens pillés et les transportaient dans leur village. Nous avons vu ces enfants entrer dans les maisons, piller et tuer. Même ma sœur, elle a vu ces enfants-là faire cela de ses propres yeux. Le contre-interrogatoire du témoin 132 s'est déroulé en grande partie en audience à huis clos partiel. Maître David Hooper, conseil de la défense, a contre-interrogé le témoin au nom de l'équipe de défense de Germain Katanga. Bonjour Madame le témoin, je crois que nous sommes à huis clos. Non, nous ne sommes pas à huis clos. Pourrions-nous alors dans ce cas passer à huis clos, car je crois que cela pourrait également vous permettre peut-être d'être plus à l'aise, en tout cas je l'espère. Alors Madame le greffier, nous allons passer à huis clos partiel. En audience publique, Maître Jean-Pierre Fauffet, conseil de la défense pour Mathieu Ngudjolo Tchoui, a demandé au témoin d'apporter des précisions à son témoignage. Et nous sommes bien en audience publique, Madame le greffier. Merci. Et ici, devant les honorables juges, notamment le mardi 11 mai 2010, vous avez déclaré que vous aviez fui vers la vallée en direction de Ouaka et que vous vous êtes caché dans la brousse, dans la plaine de Ouaka. Ma question est celle-ci. N'y avait-il pas d'ennemis sur la montagne Ouaka? Je ne suis pas allé jusqu'au mont Ouaka. Lorsque vous quittez le centre, vous pouvez vous déplacer et voir le mont devant vous, mais pas très loin. Lorsque je fuyais, je regardais derrière, je voyais les gens qui battaient d'autres personnes. Et ce jour-là, Bogoro était encerclé. Le procès dans l'affaire continuera avec l'audition du témoin 279, prochain témoin cité à comparaître par le bureau du procureur.